plus vous allez travailler votre pâte, plus vous allez replier l'élastique que vous avez dans la pâte, en fait. Chers amis, nous sommes heureux de vous retrouver avec Guy. Bien le bonjour d'abord. Bonjour Guy. Bonjour Claude et bonjour à chacun et chacune. Voilà, alors là, dans un épisode précédent, pardon, Guy nous a parlé de cette fameuse quiche Charles III avec la pâte brisée. Et Guy a la gentillesse de nous donner aujourd'hui la recette de la pâte feuilletée à la crème. Et oui, parce que c'est une recette, on parle souvent de pâte feuilletée. Alors il y a en gros 2 types de pâte feuilletée. Il y a la pâte feuilletée, je dirais, classique et puis il y a ce qu'on appelle la pâte feuilletée inversée. Alors la pâte feuilletée consiste à réaliser une pâte sous forme de feuillets que l'on va, replier les uns sur les autres en insérant du beurre. Et la pâte feuilletée inversée consiste à non pas mettre le beurre à l'intérieur de la pâte, c'est-à-dire à l'intérieur de ce qu'on appelle la détrempe, mais bien à l'extérieur. Alors c'est la Hmm. meilleure des pâtes feuilletées, c'est la plus, je dirais, la plus croustillante, la plus légère, la plus aérienne, c'est sans doute celle qui marche le mieux, qui monte le plus facilement, mais c'est la plus techniquement difficile à réaliser. Alors J'imagine. nous n'allons pas, je dirais, comment dirais-je, réaliser cette pâte-là, mais nous allons par contre réaliser une autre pâte qu'on ne trouve pas, à ma connaissance, dans les livres, ni même à mon avis sur internet, quoique je n'ai pas cherché. C'est une pâte feuilletée à la crème. Alors pour expliquer en gros comment on réalise une pâte feuilletée classique, on prend de la farine, on met du sel bien entendu, on ajoute un tout petit peu de matière grasse à cette farine, on va d'abord travailler la farine et la matière grasse ensemble et puis on va ajouter de l'eau de manière à former une pâte de base qu'on appelle la détrempe, qui doit avoir à peu près la consistance d'une plasticine. Mmh. Ensuite, on laisse cette pâte, je dirais, raffermir au réfrigérateur. On va la baisser d'une certaine manière que je vous expliquerai bien entendu en détail par la suite et ensuite on va ajouter une matière grasse de tourrage. Alors le tourrage, c'est le nom que l'on donne à l'ensemble des tours, c'est-à-dire des plis qu'on va faire subir à cette pâte pour qu'elle acquiert, je dirais l'aspect feuilleté. Alors cette matière grasse, c'est une matière grasse qui peut être soit du beurre pur, soit une matière grasse végétale comme une margarine, soit une matière grasse adaptée à la pâte feuilletée que les professionnels utilisent, disons de préférence, parce qu'elle a été étudiée pour donner le meilleur développement possible à la pâte. Alors ici, on va la faire avec du vrai beurre, mais contrairement à la recette que je viens de vous donner dans les grandes lignes, au lieu de faire, un mélange entre farine, beurre et eau pour faire la détrempe, on va utiliser de la crème. Alors la crème, ce n'est pas compliqué, c'est de la matière grasse et c'est de l'eau. Donc Oui. finalement, c'est peut-être même un peu plus facile pour les personnes qui ne comment dirais-je? Qui ne sont pas habituées. Alors la pâte feuilletée, c'est une pâte qui fait généralement peur. C'est une C'est pâte qui vrai. fait peur pour une raison, c'est qu'il faut savoir manipuler le rouleau, à abaisser. Alors il y a plusieurs types de rouleaux, hein. Il y a le rouleau, disons, ménager, qui est le rouleau, qui a ce qu'on appellera des poignées, heu, pivotantes Oui. et puis il y a le rouleau professionnel qui est le rouleau à poignée fixe. Donc qui est taillé dans une seule pièce de bois, qui est généralement du hêtre et alors, moi j'ai toujours utilisé évidemment des rouleaux, sauf quand j'étais enfant, j'ai utilisé des rouleaux donc à poignée fixe. Alors au début évidemment c'est un petit peu déroutant, parce qu'il faut à la fois être capable de serrer la poignée et de faire tourner le rouleau en même temps. Ce qui est un petit peu, antinomique finalement. On doit à la Ouais. fois, tenir suffisamment fermement le rouleau et en même temps il doit pouvoir coulisser dans vos doigts pour pouvoir avancer et reculer. Mais bon, c'est une question d'habitude, un petit peu d'entraînement et c'est facile. Les rouleaux les plus difficiles à mon sens, ce sont les rouleaux en forme de cylindre, sans oreille, sans poignée. Oui. Je n'ai jamais vraiment eu plaisir à me servir de ces rouleaux-là, bien que j'en ai eu, hein. Je préférais les rouleaux à poignée parce que j'étais habitué comme ça. Alors quand on achète un rouleau, petit conseil également, on a tendance, surtout les ménagères, à prendre un rouleau petit. Or, un rouleau petit est plus difficile à manipuler qu'un rouleau un peu plus grand. Oui. Alors sans aller dans les excès de prendre le grand rouleau qui fait quasiment 1 mètre de long, il y a des rouleaux qui font 60 centimètres. La taille de 60 centimètres pour le rouleau me paraît être la taille la plus adéquate. Oui. Oui. Alors on vend des rouleaux perfectionnés qui sont des rouleaux en métal avec des bagues de serrage autour que l'on met entre le rouleau proprement dit et la poignée. Ah Alors oui. ces rouleaux perfectionnés,
ça permet de toujours abaisser la pâte, mais il faut changer évidemment les bagues, hein. Ça Bien permet sûr, toujours d'abaisser la pâte à la bonne hauteur. Oui. à l'épaisseur que l'on souhaite. Alors, il y a des Ouais. rouleaux qui vont avoir des bagues de 3 millimètres, de 5 millimètres, d'1 centimètre. C'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de travailler le rouleau, ça donne une sécurité. Maintenant, ce n'est jamais aussi qu'une question d'habitude et je dirais, d'entraînement. Et quand on a un peu d'entraînement, on arrive parfaitement à abaisser de manière régulière entre la gauche et la droite la pâte et qui aura la même épaisseur d'un côté que de l'autre, hein. Mais ça, c'est une question d'entraînement. Alors, il y a toutes sortes de rouleaux. Il y a des rouleaux à masse-pain, il y a des rouleaux à pâte. Je vous ai dit, les rouleaux en métal, sont un peu plus lourds, donc forcément, ils vous donnent un petit coup de main au niveau du travail que les rouleaux en bois qui sont plus légers. L'idéal, c'est d'avoir éventuellement, si on travaille beaucoup la pâte feuilletée ou d'autres pâtes, c'est d'avoir 2 types de rouleaux. Alors, dernier truc, si vous voulez pouvoir abaisser, la pâte toujours avec la même épaisseur, la même régularité, c'est de vous procurer 2 réglettes en métal ou éventuellement même en Oui, plastique et vous les oui, disposez de chaque côté de votre pâte voilà. et Ouais, vous placez le tout à fait. rouleau dessus et là, vous Oui, êtes sûr d'abaisser toujours, tout à fait. à la même épaisseur. C'est ce que j'ai Ah, fait. ben, Oui, voilà, oui, quand oui, on ne fait pas ça très souvent, on oui, peut se oui, donner un petit coup de main autrement, hein. absolument. Alors, comment fait-on donc cette fameuse pâte? Je vous propose de faire une pâte avec 500 grammes de farine au départ, qui est une quantité moyenne. On peut évidemment doubler. Et pourquoi je ne fais pas plus petit? Tout simplement parce que il faut une certaine quantité pour travailler correctement, Mmh. hein. Quelquefois, on se rend compte que, hein, faire un sabayon avec un jaune d'œuf, c'est difficile. Avec 2, c'est déjà beaucoup plus facile. Mais ici, faire une pâte feuilletée avec 500 grammes de farine, ça donne à la fin une quantité qui vous permet, par exemple, de mettre une partie au congélateur. La pâte feuilletée se congèle très facilement et s'utilise tout aussi facilement après décongélation. Donc c'est très facile. On peut même l'abaisser, découper des formes et congeler les formes non cuites, heu et prêtes à cuire. C'est aussi Mmh. Mmh. une autre technique de travail, j'ai fait ça pendant des années. Mmh mh. Alors, imaginons que vous ayez un robot ménager, un cul de poule, disons d'un appareil électroménager. Vous allez donc tamiser la farine, le type de farine, Oui, une farine tout à fait ordinaire, à ne pas prendre une farine trop riche en gluten, par exemple, parce oui, que le la pâte feuilletée est une pâte qui est élastique et plus il y a de gluten dans la farine, plus la pâte va avoir tendance à se rétracter. Oui, ouais, faut le ouais. savoir. Donc une farine pas forcément trop riche, donc ne prenez pas, je dirais de la T45 ou des choses pareilles. Prenez plutôt la 55, ce sera déjà très, très bien. Mmh. Mmh. Une farine ordinaire, farine vraiment ordinaire, convient et si vous avez le choix de voir sur le paquet une farine qui a moins de gluten, c'est encore mieux. Ouais. Alors, il vous faudra du sel. Quelle quantité de sel? Eh bien, on considère généralement que pour une pâte, on va mettre, pour le pain, c'est 17 grammes en Belgique, 17 grammes de sel au kilo de farine. Donc ici, vous avez, 500 grammes de farine, vous mettez à peu près, 8 grammes, 8 grammes et demi de farine, Mmh. 9 grammes, évidemment. Si vous ne savez pas peser trop précisément, vous pourriez même monter à 10 grammes, ce ne serait pas un problème, hein. Mmh. Mais il faut quand même que la pâte soit salée, sinon elle ne va pas avoir le goût, ni à la cuisson la couleur que vous souhaitez. Mmh. Le sel Mmh. participe à la coloration de la pâte, on ne le sait pas souvent. On croit souvent que le sel ne fait que, comment dirais-je, que Exhauster donner le du goût. goût, mais Voilà. en réalité, il y a toute une série de d'autres influences, y compris même un peu la conservation. Mmh. Oui, bien sûr. Alors, la pâte feuilletée, il vous faudra de la crème et là, par contre, je suis incapable de vous dire comme ça quelle quantité de crème il vous faut. Pour une raison toute simple, c'est que ça va dépendre de la qualité d'absorption de votre farine. Mmh. Par contre, vous dire, quand vous devez arrêter de mettre de la crème, ça je peux vous le dire et je vais même vous l'expliquer. Et alors, quand on fait de la pâte feuilletée et qu'on a l'habitude, on se rend compte qu'après quelques jours au réfrigérateur, si on n'a pas congelé la pâte peut se piquer de petites taches brunes. Mmh. Voilà, des petites taches brunes qui apparaissent comme ça. Bon, ce n'est pas vraiment du poison, mais ce n'est pas très beau, esthétiquement d'une part et puis ce n'est quand même pas non plus le signe que la pâte, je dirais, se Oui. conserve dans de bonnes conditions. Ouais, Alors ouais. pour pallier ce problème, on met une petite cuillerée, l'équivalent d'une entre la cuillère, allez, on va dire 2 cuillères à café de vinaigre blanc d'alcool, tout Mmh mh. simplement. Mmh. Et le vinaigre va empêcher, ce phénomène de se produire, mais l'idéal, c'est d'utiliser sa pâte feuilletée quand on l'a réalisée, donc elle se fabrique en 2 jours, hein, en principe Mmh. et on congèle ce qu'on n'utilise pas, ça c'est la meilleure des techniques.
Alors, D'accord. vous versez donc votre farine et le sel dans votre cul de poule, vous mettez le crochet et vous allez verser de la crème. Alors, c'est de la crème liquide, crème fleurette, 30-35% de matière grasse. Mmh. Et vous allez ajouter progressivement cette crème tout en laissant le robot travailler. Et quand vous avez à peu près la consistance d'une plasticine un peu dure, vous arrêtez de mettre de la crème et vous arrêtez également de travailler la pâte. Pourquoi? Parce que plus vous allez le travailler, plus vous allez lui donner du corps. Et le corps, c'est ce qui va empêcher votre pâte feuilletée d'être laminée facilement, parce que vous lui donnez de l'élasticité. Alors, pour que vous compreniez pourquoi et d'où provient cette élasticité, je vous invite à prendre un élastique en caoutchouc. Vous tirez sur l'élastique, vous sentez une certaine résistance. Si vous repliez l'élastique en deux et que vous tirez de nouveau, vous sentez que vous avez 2 fois plus d'efforts à faire pour l'étirer. Mmh mh. Et si vous repliez l'élastique en 4, vous aurez quasiment, plus la possibilité d'étirer. Eh bien, le gluten, qui est une protéine qui se trouve dans la farine, va être réhydraté au contact de l'eau que vous ajoutez. Mmh. L'eau qui se trouve dans la crème fraîche, bien entendu. Et le fait de travailler, vous repliez sans cesse les filaments de gluten qui sont élastiques les uns sur les autres. Donc, plus vous allez travailler votre pâte, plus vous allez replier l'élastique que vous avez dans la pâte, en fait. Oui, oui. Et c'est ce qui fait qu'après, vous avez des difficultés à l'abaisser facilement. Donc, une fois que la crème fraîche aurait été bien incorporée avec la farine, de manière homogène, vous arrêtez, vous mettez votre pâte sur un plan de travail et vous pouvez éventuellement, avec une corne à pâte, la couper et la réamalgamer, voilà, j'arriverai à le dire, Mmh. 2-3 fois de manière à l'homogénéiser. Mais Mmh vous mh. évitez surtout, c'est de la travailler pour ne pas corser la pâte. Oui, oui, ouais. Alors, une fois que c'est fait, vous la façonnez en forme de galette que vous mettez sur un support couvert d'un film plastique au réfrigérateur et vous laissez la pâte se raffermir pendant, je dirais, au moins une demi-heure. Ça, c'est une opération importante. Autre remarque, évitez de faire une pâte feuilletée, je dirais quand on est en pleine journée, en plein soleil, surtout si c'est l'été. Oui. Parce que s'il fait trop chaud, c'est très difficile à faire une pâte feuilletée parce que vous allez devoir utiliser du beurre et votre pâte feuilletée, risque de je dirais d'être trop souple et Mmh. votre beurre risque de faire des fuites dans la pâte. Donc on fait ça plutôt le matin quand il fait frais. Une surface de travail la plus plane et la plus lisse possible, bien propre, c'est nécessaire. Les comment dirais-je moi, les professionnels vont utiliser un laminoir professionnel, ils ne rencontrent pas le problème, mais quand on fait ça chez soi, il faut avoir en plus un plan de travail assez dégagé parce qu'on va devoir étirer la pâte. Bien sûr. Vous allez prendre du beurre. Alors, quelle quantité de beurre? Eh bien, vous voyez les paquets de 250 grammes? Ce que ça Oui, représente, hein? oui, Eh bien, oui. il vous faudra à peu près un paquet et demi. Alors, tenez en tête que il vous faudrait entre 300 et 350 grammes de beurre pour la quantité que je viens de vous donner. On est aux environs de 325 pour être plus précis. Mmh Hein, mh. ça mais on pourrait mettre 350, ne pas aller au-delà et ne pas descendre en dessous de 300. Comme ça, vous avez une idée. D'accord. Alors, le beurre doit avoir une consistance la plus proche possible de celle de la pâte. Ça, c'est la condition de la réussite. Si Oui. votre beurre est trop mou au moment où vous allez faire les plis, le beurre va s'échapper sous la pression que vous allez donner avec le rouleau et vous allez avoir ce qu'on appelle des fuites et le beurre va sortir. Et si le beurre est trop dur, vous allez avoir, je dirais, des difficultés à baisser votre pâte. Donc, il faut Oui. essayer d'avoir la pâte et la matière grasse d'une consistance la plus proche possible. Mmh Alors, mh. les professionnels, vous les voyez parfois qui prennent le beurre, qui le mettent sur leur plan de travail, qui tapent dessus avec le rouleau pour l'attendrir, etc. Bon, oui, ça peut se faire évidemment. Ce que vous devez retenir, c'est que, votre beurre doit avoir une consistance assez souple que pour ne pas provoquer de déchirement de la pâte. Alors, on commence par faire quoi? D'abord mettre le beurre dans la pâte. Comment ça se pratique? Plusieurs manières pour enrober le beurre de la pâte. Généralement, la méthode habituelle, c'est de d'abaisser la pâte en croix. Alors, comment fait-on? On a donc une galette et on va donner 4 coups de rouleau. Un vers le haut, un vers le bas. On donne un quart de tour à la pâte et de nouveau un coup de rouleau vers le haut et un vers le bas, en gardant à l'idée que vous devez avoir je dirais les pétales que vous venez de créer, qui doivent avoir le quart de l'épaisseur de ce qui reste au milieu. Mmh. Pour quelle raison? Parce qu'après vous allez replier ces pétales sur le beurre que vous allez mettre au centre. Et vous devez toujours avoir l'idée que ça doit être de la même épaisseur au-dessus et en dessous. Oui. Alors il y a une autre technique qui consiste
je dirais, à replier la pâte, mais de manière à la fermer un peu comme une enveloppe. C'est-à-dire comme Mmh. une enveloppe une enveloppe postale avec 4 côtés qui vont venir se souder Oui, les uns aux oui, autres. oui, oui, Alors ça, d'accord. c'est une autre méthode. Moi, je préfère la méthode où on emballe carrément, avec des pétales étirés suffisamment grands que pour recouvrir entièrement le beurre. Oui, c'est Donc on le plutôt recouvre à 4 reprises en fait, hein, oui, oui, avec les 4 lobes qu'on vient de oui, créer. oui, Bon, il y oui. a plusieurs méthodes, moi je préfère celle-là. Mmh Donc mh. vous mettez votre beurre au centre, et puis vous repliez les 4, je dirais les 4 pétales que vous avez étirés, les uns sur les autres autour du beurre, de manière à envelopper le beurre comme dans un paquet cadeau Mmh finalement, hein. mh. Ça, Mmh c'est mh. la méthode que je préfère. Et puis vous donnez déjà un premier tour, c'est-à-dire vous allez pouvoir abaisser une première fois, je dirais l'ensemble de la pâte en essayant de faire un rectangle. Un rectangle avec des coins, donc pas un rectangle avec des bords arrondis. Il faut donner des coups de rouleau de manière à avoir des coins qui soient des coins angulaires à 90°. Et lorsque c'est fait, avec une petite balayette, on enlève la farine qu'on aura pu mettre pour se faciliter la vie et on replie en 3, comme le dessin, enfin pas comme le dessin, comme la photo qui se trouve là Oui, donc derrière vous. On replie la pâte en 3. C'est ce qu'on appelle faire des tours en 3. Et on devra répéter cette opération à 6 reprises différentes tout mmh, au long de la fabrication de la pâte. mmh, Entre chacun des tours, donc entre chaque opération de repliement en 3, on remet la pâte au réfrigérateur en la couvrant d'un film ou éventuellement d'un essuie, de manière à ce qu'elle ne sèche pas. Pour pouvoir se rappeler du nombre de tours qu'on a donné, puisqu'on doit en donner 6, oui, on fait un tout petit point avec le doigt, un tout petit, pas un trou, mais une petite empreinte dans la pâte, et on sait qu'on a déjà donné un tour. mmh, Alors on doit faire un repos d'une vingtaine de minutes à une demi-heure. On reprend la pâte, on la remet sur son plan de travail, on farine légèrement si c'est nécessaire, et on donne de nouveau un tour. Donc on va de nouveau réabaisser la pâte et on va la réabaisser dans le sens transversal. Donc on sait très bien dans quel sens on l'avait abaissée, on la positionne de manière à abaisser dans l'autre sens. Alors pourquoi fait-on cela? Eh bien pour pouvoir croiser les sens de manière à ce qu'il n'y ait pas toujours cet effet d'étirement uniquement dans un sens oui, qui augmenterait l'élasticité de la pâte. oui, Donc on oui. donne un tour dans un sens et l'autre tour, il sera dans l'autre sens. Comment fait-on? On tourne tout simplement son bloc de pâte d'un quart de tour et on est sûr que on est dans l'autre sens. Donc on abaisse de nouveau la pâte en rectangle, on brosse la pâte et on la replie de nouveau en 3. On la remet au réfrigérateur en la couvrant et on laisse au minimum une demi-heure à une heure entre chacun des tours. Oui, De là oui. l'intérêt de réaliser la pâte la veille. Ah Alors oui, traditionnellement, on donne 4 tours le premier jour et on donne les 2 derniers le lendemain. ah oui, Ça, c'est comme on doit faire. Si on ouais. commence la pâte tôt le matin, on peut éventuellement donner 5 tours le premier jour et le dernier le lendemain, voire même donner les 6 tours le premier jour à une condition, c'est de n'utiliser la pâte que le lendemain. Mmh, Parce que c'est une pâte qui a un très grand effet de rétractation et on risque d'avoir de mauvaises surprises. Tandis qu'en faisant des tours un jour et 2 tours le lendemain, 4 le premier jour et 2 le lendemain, la pâte a le temps de se reposer, a le temps de se oui, détendre et oui. les fibres de gluten qui sont, constituées dans la pâte ont le temps de se laisser aller. Mmh mh. Mais vouloir réaliser une pâte feuilletée avec toutes les opérations en 2 heures de temps et en disant: «Je ne vais laisser que 10 minutes entre chaque tour», c'est être sûr quand on va utiliser la pâte d'avoir des problèmes de rétrécissement. Là, il y a pas de miracle. Absolument. Donc on réalise les 4 tours le premier jour et on réalise, les 2 derniers le lendemain, le jour de l'utilisation. Alors il y a une autre méthode pour replier la pâte, c'est de faire ce qu'on appelle des tours en 4 et non pas des tours en 3. Donc la photo qui est derrière vous, Claude, c'est un tour en 3 puisque on l'a replié de manière à former 3 épaisseurs Oui, différentes, oui. mais on peut replier également en 4. Alors comment fait-on pour replier en 4? On En étire tout moitié. simplement un peu plus sur la longueur Oui, oui. et on replie d'abord, je dirais, les 2 quarts de pâte qui sont latéraux à l'extérieur, à gauche et à droite, Mmh. vers le milieu et ensuite on replie encore une fois en 2 et on a des tours en 4 épaisseurs Mmh et là, à mh. ce moment-là, on ne doit plus faire 6 tours au total, mais bien 5. On en Oui. fait 4 le premier jour et le cinquième, on le fait le lendemain. Ouais.
Voilà. Donc ça, ce sont 2 méthodes qu'on peut utiliser. Alors, il vous a pas échappé que lorsqu'on replie la pâte sur elle-même, la photo le montre très bien, on a le centre de la pâte qui est parfaitement composé de feuillets, je dirais superposés, étagés les uns sur les autres, mais on a les bords de la pâte, les bords latéraux qui forment un arrondi. Oui, Et là où ça forme un arrondi, si vous regardez bien le bout du côté gauche, il n'a plus que 2 épaisseurs au lieu de 3. On est bien absolument, d'accord. Et absolument. c'est comme ça qu'on va distinguer 2 types de feuilletage dans un seul pâton. On va discerner le plein feuilletage qui est le centre et ce qu'on appellera plutôt les rognures qui sont les côtés. Ah oui, Alors, comment fait-on pour utiliser le feuilletage? Pour les produits nobles qui doivent lever de manière tout à fait parfaite, on va utiliser ce qu'on appelle le cœur de feuilletage, c'est-à-dire le centre de la baisse. Et pour les choses qui sont un petit peu moins, je dirais, moins importantes au niveau de la régularité du feuilletage, on va utiliser les bords, tout simplement. d'accord, d'accord. Alors, il y a une manière de réutiliser ce qu'on appelle les chutes, qu'on appelle aussi les rognures d'ailleurs. Mmh. Quand on a abaissé la pâte et qu'on a découpé, par exemple, à l'emporte-pièce, des bouchées à la reine, des vols au vent, des feuilletés, hein, pour faire, quoi que ce soit, on se retrouve avec des lanières de pâte. Oui, Il ne faut jamais, jamais réamalgamer les lanières. oui. Ça ne se réamalgame pas. Mmh. Quand on veut les réutiliser, parce qu'on doit les réutiliser, on les met tout simplement sur son plan de travail en les additionnant les unes aux autres, mais sans les triturer, sans les Mmh. travailler, Mmh. Mmh. hein, et à ce moment-là, on obtient de nouveau quelque chose qui monte assez bien. Mais si on D'accord. les réamalgame dans tous les sens, en essayant d'en faire une boule, on n'obtient pas un beau résultat. Il faut simplement les replacer les unes sur les autres, à plat, hein, en bouchant les trous, parce qu'il y a des trous évidemment, et Mmh. on essaie de refaire un pâton qu'on peut réabaisser, à plat de manière assez, je dirais assez efficacement. Mmh. Mmh. D'accord. Alors, on va utiliser, ces rognures pour des choses bien spécifiques. Par exemple, il y a des moments où on ne souhaite pas que la pâte monte trop fort. On va Oui. prendre le cas des carrés glacés, qu'on appelle aussi parfois des tomme-pousses. Donc ce sont ces abaisses de pâte feuilletée qui ont été cuites seules, à sec, éventuellement caramélisées, et qu'on garnit ensuite d'une crème pâtissière ou d'une crème mousseline, et qu'on va ensuite glacer sur la surface pour obtenir des carrés qu'on va découper après. Ce gâteau-là, par exemple, on n'a pas D'accord. besoin d'avoir une pâte feuilletée qui développe extraordinairement fort, Oui, oui. puisqu'on a besoin simplement que de 2 abaisses, d'à peu près un demi centimètre d'épaisseur. À ce Mmh. moment-là, on va utiliser plutôt ce qu'on appelle les chutes, Oui, tout simplement. d'accord, d'accord. Alors je vous donnerai éventuellement, une recette de tarte aux pommes vite faite avec ça. Ah bah oui, tant qu'on y est. C'est une Allez. recette sans crème pâtissière. Alors, c'est une recette, j'ai fait des milliers, je n'ai pas peur de dire des milliers de tartes aux pommes de cette manière-là, parce que c'était des tartes aux pommes individuelles qui étaient faites à la minute. Ah oui. Vous découpez des abaisses avec, par exemple, une assiette à entremets et un couteau, ou bien éventuellement avec un petit cercle qui fait 12 ou 13 centimètres de diamètre, hein, c'est à peu près la taille, Oui. 14 éventuellement. Alors, la manière dont on le faisait, c'est qu'on retournait, on plaçait cette abaisse de pâte feuilletée sur un moule à manquer retourné du même diamètre. Et puis on prenait des pommes Granny Schmidt, qu'on épluchait, qu'on coupait en 2 et qu'on éminçait finement et on dressait les lamelles de pommes un peu comme les tuiles d'un toit, c'est-à-dire en Mmh. les faisant chevaucher mais par demi, donc un peu comme les tuiles d'un toit, hein, les Oui, tuiles oui, oui, traditionnelles oui. d'un toit. Oui, oui. On mettait un cure-dent pour éviter que les pommes ne glissent au four. On les beurrait et on les sucrait et on enfournait. Le problème, c'est que ça vous faisait un caramel qui coulait dans le fond du four parce que pendant la cuisson, il fallait rebeurrer et resucrer mais surtout rebeurrer, les pommes et après, vous aviez un caramel dans le fond du four et parfois le caramel prenait feu. Donc autant vous dire que j'ai eu le feu 2 fois, parce que, je dirais qu'à un moment donné, ce sucre cuit, finit par s'enflammer. Mmh mh. Alors la Mmh. tarte était servie chaude, avec un peu de crème liquide, non sucrée, et c'était un très, très bon dessert. Alors pour éviter ce problème-là, il faut laisser un petit bord à la pâte, c'est-à-dire que vous ne garnissez pas avec des pommes jusqu'au bord même de la Oui, pâte. Vous jusqu'en laissez à peu haut, près oui. 1 centimètre. Ouais. Alors ce centimètre de pâte va se développer et va faire une espèce de bordure qui va empêcher le beurre de couler.
d'accord, ce qui est beaucoup plus intéressant. Donc et alors l'autre truc, c'est de ne pas mettre trop de beurre au départ, de simplement prendre un petit peu de beurre fondu ou de matière grasse, je dirais liquide fondue et avec un pinceau de beurrer très, très légèrement pour éviter que les pommes ne colorent trop et quand d'accord. le bord s'est formé, parce que la pâte aura monté, là vous pourrez beurrer un peu plus tout simplement. Mmh. D'accord, Alors d'accord. ça c'est une tarte qui est faite en 20 minutes, c'est une tarte individuelle de restaurant que Mmh. vous pouvez réaliser en plus grand format. Alors pour éviter, je dirais, encore plus le problème de beurre qui coule dans le four, vous prenez tout simplement un moule avec un petit bord, hein, et Oui, vous travaillez dans un moule avec un oui, bord et il y a pas oui, plus de oui, de de problème que ça. oui. Si vous voulez faire maintenant ce qu'on appelle des jalousies aux pommes, c'est très facile. Là, vous travaillez sur, une pâte de section, rectangulaire. Vous pouvez prendre un tout petit peu de crème pâtissière et vous mettez avec une poche à douille, 2 traits, contigus de crème pâtissière avec une douille d'à peu près 8 millimètres de large et vous dressez les pommes cette fois-là en étalant tout simplement la demi-pomme coupée et émincée sur cette crème pâtissière. Je ne sais pas si je suis assez Oui, explicite dans ma oui, manière oui, de décrire, oui. hein et alors vous enfournez en ayant prédécoupé les différentes sections. Je dis bien prédécoupé sur la platine, sur la plaque. Mmh. Vous enfournez, et puis après il suffirait normalement, enfin pas normalement, il suffit d'abricoter légèrement, l'ensemble et vous avez ce qu'on appelle des jalousies, c'est-à-dire des rectangles de pâte feuilletée, garnis de pommes en lamelles et Ah c'est un oui, dessert qui est très, très facile à faire et qu'on ouais. va faire de préférence avec les chutes de pâte. Comme ça, Oui, on oui. utilise les chutes de pâte jusqu'au bout. Mmh mh, Et mmh. alors dernier truc, on peut faire évidemment les quiches, les tourtes et cetera, et les tartes avec la pâte feuilletée. Je réalisais une tarte, sous forme d'un flan coco au rhum. C'est très, très facile, c'est très, très bon. Alors comment fait-on? Je faisais à l'œil, mais je vais essayer de vous donner les proportions comme ça. C'est un appareil à flan, mais fait uniquement avec de la crème fraîche et des œufs entiers. Donc c'est toujours 8 œufs pour un litre de crème. Alors le sucre, vous mettez à peu près 200 grammes de sucre et vous mettez de la noix de coco râpée sèche, l'équivalent, d'une bonne poignée de noix de coco pour un litre. Vous ajoutez à peu près l'équivalent d'un demi décilitre à 1 décilitre de rhum brun. Vous mélangez, vanille ou pas vanille, ce n'est pas une obligation et vous garnissez comme ça votre quiche en pâte feuilletée avec ce mélange, avec cet appareil et pendant la cuisson, la noix de coco va remonter légèrement et c'est elle qui va dorer au four. Ah oui, Ah oui. ah oui. Et alors vous avez une espèce de crème qui ressemble un peu à la crème catalane, puisqu'elle est faite uniquement avec du sucre, de la crème et des œufs. Mmh mh, mmh. Alors comme pour la recette de la quiche, royale, vous pouvez remplacer une partie des œufs entiers par des jaunes d'œufs. À Oui. ce moment-là, vous mettez, 6 œufs entiers, puis je fais rapidement le calcul, 6 œufs entiers et 6 jaunes d'œufs Mmh. et vous avez encore un appareil qui est encore plus fin, plus suave au Oui, niveau du goût oui, oui, plus rond, et plus quand gourmand, plus oui. plus gourmand et quand Ouais. vous avez enlevé la tarte du four, et que vous l'avez démoulée, vous l'arrosez de nouveau à chaud avec du rhum brun Mmh. pour la laisser refroidir. C'est un Mmh. dessert d'une gourmandise extraordinaire. Oui, je vois. Ah! Oh là là, c'est pas bon pour le tour de taille, mais bon, on s'en fout, hein. Bon, ben, il ne faut pas manger tous les jours non plus, hein. Il faut Oui, se il dire faut pas en faire voilà, tous les jours non lors plus, d'une fête, un dimanche, bon, je absolument, fais une tout à assiette fait. gourmande avec un quartier Ouais, de ouais. tarte, comme ça, à la noix de coco et une boule de glace, rhum raisin, par exemple. Ah oui, par exemple. Bon, merci beaucoup Guy pour cette belle recette de pâte feuilletée, à la crème. Mmh. À Je essayer, voilà. Ouais, ça coule là, tu vois? Bon, Guy, à bientôt, À bientôt, Claude. hein. Mesdames, messieurs, à la prochaine fois. Bye bye.